On a la version complète du téléphone avec Poutine et ce que la Russie ce que les États-Unis ont accepté ou non des conditions exorbitantes de la Russie. Il faut lire d'abord cette déclaration. Première déclaration générale du président Trump. Nous avons eu une excellente conversation qui a duré 2 heures. Nous avons parlé de beaucoup de choses et de la possibilité de parvenir à la paix. Pour l'instant, ça n'engage pas à grand-chose. Déclaration suivante. Et il parle des risques de guerre généralisée. Les Américains ne sont pas impliqués. Il pourrait l'être si nous finissions par participer à la Troisième Guerre mondiale, ce qui est ridicule, mais des choses étranges se produisent, dit le président Trump. Alors, on aura l'explication de texte dans un instant, mais les Américains ne sont pas impliqués. Moi, je suis frappé de cette première réaction où, exactement comme vous le disiez, Guillaume Roquette, une perspective est que pour eux, l'Ukraine ne soit un sujet relativement secondaire et que l'Europe soit petit à petit un sujet relativement secondaire. Oui, parce qu'effectivement, dans cette volonté de Donald Trump d'être extrêmement positif, et là, on le sent bien à travers ce caractère presque, pas badin, mais très, très rose de la situation, les Américains disent ok, maintenant il faut qu'on passe à autre chose et il faut qu'on sorte de cette guerre et c'est ça qui compte. Et effectivement, il y a une sorte de surplomb isolationniste dans toutes ces déclarations de Donald Trump ce soir. Le sentiment d'urgence. Je vous lis, voilà, un ami qui m'écrit à l'instant, je ne vais pas citer de nom évidemment, mais ambassadeur auprès de l'OTAN, qui dit, voilà, discussion ce soir entre ambassadeurs auprès de l'OTAN, le scénario de Poutine attaquant les pays baltes et déclenchant une guerre avec la grande question de savoir comment est-ce qu'on réagit. Beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de militaires évoquent, ça ne veut pas dire que ça se passera, mais cette possibilité de manière extrêmement précise et crédible. Le fait que les Russes tentent un coup, par exemple, contre les Baltes. Ah oui, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire vis-à-vis de l'Ukraine. Et là, c'est normal qu'on s'y prépare. Le travail des militaires, c'est de préparer dans les plans la riposte. Et donc, cette possibilité étant probable, sinon possible, il faut, ou plutôt possible, sinon probable, il faut qu'on vienne s'y préparer. Donc les travaux d'état-major qui vont avoir lieu bientôt entre bureaux de planification, donc je crois après-demain, c'est tout ça dont il s'agit. C'est comment est-ce qu'on fait si effectivement il y a des soldats sans grade et sans marque de nationalité qui passent la frontière d'un pays balte et qui commencent à travailler entre guillemets la population russophone de ce pays. Et déjà sur des troupes de l'OTAN puisque nous sommes stationnés. Oui, mais qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait la position des Américains? Regardez le regard de Trump ce soir, les mots de Trump sur Poutine, et c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'il a ressenti Poutine? Poutine était très solide, très fort, et il l'est. Le président Trump sort de ce téléphone par l'éloge de son interlocuteur. C'est très très révélateur, cette façon d'aborder Poutine. Sa dernière déclaration, he's tough. He's tough, il est dur. C'est la dernière fois qu'il lui a parlé. Il a parlé de... Non, il parlait à l'époque, il parlait de Trump. He's tough and he's smart. Il est dur et il est intelligent. Bon, voilà, c'est tout dit. Bon, il n'a pas changé d'avis, manifestement. Maintenant, il ne dit pas grand-chose. Il est quand même dans sujet-verbe complément avec un vocabulaire d'école élémentaire. Quand même, pardon, je me permets de souligner. Rappelez-vous, Ronald Reagan et Gorbatchev, ils étaient quand même extrêmement prudents et méfiants. Ils sont allés très très loin dans la discussion, mais on assistait peu à ce genre d'éloge de l'un et de l'autre à ce stade de la négociation, en tout cas. Mais il faut comprendre que dans le cas de Donald Trump, il y a aussi une sorte de mimétisme au niveau de la victimisation entre lui-même et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine mis au banc de la communauté internationale pour avoir déclenché la guerre contre l'Ukraine il y a 3 ans, et Donald Trump lui se vit comme une victime puisqu'il le redisait ne serait-ce que vendredi soir devant le ministère de la Justice, qui est complètement exceptionnel pour un président américain en vertu de la séparation de des pouvoirs, de s'exprimer devant le ministère de la Justice. Lui pense que c'est la justice de son pays qui l'a victimisé, qu'elle a été utilisée contre lui pendant toute la durée de sa campagne. Il y a une sympathie à plein d'égards. Il faut quand même garder en tête ce lien-là. Donald Trump et Vladimir Poutine sont sur la même énergie de victimisation, et donc quand il s'auto-congratule de ces mots très virilistes et très virils d'hommes très forts et d'hommes très solides, c'est parce qu'aussi il se serre un petit peu les coups dans la matière. J'ai l'impression, vous sous-estimez presque l'énormité de ce qui se passe. Je fais la comparaison, je vous rappelle. Imaginez une seule seconde que la France traite avec la Russie.
Pardon, le président de la République a dit que ce n'est pas exclu à terme, ça pourrait arriver. La Russie demanderait, et l'a annoncé, l'arrêt complet de l'aide militaire et du renseignement occidental à l'Ukraine, ce qui est une bombe politique énorme. Et quelques heures plus tard, le président de la République, Emmanuel Macron, dirait, en sortant de ça, Poutine était très solide, très fort, et il l'est. On se dirait, il se passe là quelque chose d'énorme. Effectivement, il se passe un moment extrêmement important. Continuons à lire ce que dit le président Trump. Je pense que c'est le début de quelque chose de très positif, dit-il. Le début a vraiment eu lieu il y a 3 ou 4 semaines. On comprend d'ailleurs qu'il y a une ambiguïté sur ce qu'ils se sont parlé ou non. Ça reste un peu flou. Alors, Est-ce qu'ils se sont déjà parlé ? Oui, la dernière fois qu'ils se sont parlé de façon officielle, c'était le 12 février. Or, entre le 12 février et le 18 mars, il y a aussi eu ces négociations menées d'abord à Riyad, puis à Jeddah. Il y a eu tout un cycle de négociations par émissaire interposé. Marco Rubio du côté américain, Sergei Lavrov du côté russe, et pas que, jusqu'à Stephen Witkoff ce week-end. Donc on comprend bien, ils sont en train d'avancer très fortement dans une négociation. Ils traitent beaucoup ensemble. Il veut montrer que ça avance vite. Oui, il a besoin de montrer que ça avance vite parce qu'il a dit que sa priorité c'était de terminer la guerre en 24 heures. Elle n'est pas terminée en 24 heures. Il ne peut pas expliquer que ces discussions ont été un échec. Donc il explique effectivement que ça avance, mais il n'y a absolument rien dans ces déclarations. C'est rien du tout. De Poutine, quand il dit que Poutine est fort, c'est aussi pour montrer à quel point il s'implique, il a un adversaire fort. C'est pour se donner plus de la valeur d'une manière psychologique, pour montrer aux autres, vous savez, je ne chante pas. Vraiment, j'ai une montagne en face de moi et ça avance quand même. Vous voyez, la suite, finalement, le début, il y a quelque chose de très fort et de très positif. Mais bon, pour moi, c'est balbutiement, on ne peut rien comprendre. Il faut voir peut-être tout jusqu'au bout pour sortir une graine de sens dans cette... Quand vous lisez ça, est-ce que vous espérez encore que Poutine soit arrêté par la Cour pénale internationale ? Je rappelle, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Quand vous lisez, quand on en est là dans les relations internationales... on n'en est plus là. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. On n'en est plus là qui arrêtera. D'abord, Poutine se méfiera toujours, et pour ne pas aller dans des endroits un petit peu foireux où ça peut arriver. Mais aujourd'hui, je ne suis même pas certain qu'il sera arrêté, moi. Mais effectivement, on en est plus là. Ce que vous dites est terrible. Vous venez de dire que ce serait imaginable qu'un jour il revienne en France sans être arrêté ? Ah ben je pense, oui. Alors je ne peux pas persuader qu'on va l'inviter à venir en France, mais je ne peux persuader que si on avait l'occasion de l'arrêter, on l'arrêterait. Ça, j'en mettrais pas ma main à couper. Ce que vous dites là, c'est dans ce qu'on est en train de vivre est très très intéressant, parce qu'on a entendu ici sur les plateaux, plus jamais Poutine ne pourra revenir dans la scène internationale, et on a là un général français qui nous dit s'il y a un sommet... Je ne dis pas que c'est votre souhait sur la scène internationale. Bien sûr, mais on peut imaginer de nouveau un sommet qui aurait lieu en France avec Vladimir Poutine qui ne serait pas arrêté. Moi, je ne pense pas quand même. C'est trop grave. On a franchi déjà tellement de lignes rouges aujourd'hui. Poutine, il s'agit de Poutine, d'un criminel international, et le monde démocratique, il voit très bien ce qu'il fait en Ukraine. On comprend très bien qu'il tue les Ukrainiens, donc c'est un meurtrier. On ne va pas aujourd'hui l'inviter, même s'il y a, comme on dit, son grand retour sur la scène internationale, parce que Trump lui parle. Mais Trump, c'est Trump. Et on comprend bien qui est Trump aussi. Mais on a vu, que le président Zelensky a dit « je ne veux parler qu'à Poutine ». C'est-à-dire même le président Zelensky imagine de parler avec ce criminel. C'est de ça où là on a l'impression d'un changement. Puis moi il me semble que les affaires étrangères ont fait des formules sibyllines pour expliquer qu'ils respecteraient le droit international, mais qu'en fait, sans le respecter, tout en le respectant. Je vous rappelle il y a quand même une position très ambiguë sur ce que l'on ferait si on était en position de l'arrêter. Je crois qu'aujourd'hui, il s'est repositionné central comme un acteur majeur. C'est la vérité. Et je ne crois pas que personne n'oserait l'arrêter aujourd'hui. Je vous rappelle que dans le bureau ovale, quand la discussion s'envenime littéralement entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, c'est parce que Volodymyr Zelensky dit Vladimir Poutine le tueur. Et c'est à ce moment-là où il y a une explosion littérale de la part de Donald Trump et de J.D. Vance qui s'acharne sur Volodymyr Zelensky pendant toute la durée de ces 15 minutes d'entretien. On sent qu'il y a quand même des mots qui peuvent déclencher l'ire de Donald Trump. Et pas seulement, puisque je rappelle, même l'Ukraine, ça paraît incroyable. L'Ukraine a dit, le président Zelensky a dit, je veux parler à Poutine. Je veux parler à Poutine, ce qui évidemment montre qu'il y a des changements dans la politique internationale qui sont très intéressants. Il va y parler. Ah, peut-être pas, ça c'est sûr. Une formule pour provoquer Poutine également, parce que Poutine certainement ne veut pas parler à Zelensky, il ne le considère pas comme un président... Enfin, c'est une formule bizarre du point de vue des Ukrainiens quand même, évidemment. Les Ukrainiens, ils ont tous les moyens aujourd'hui et tout leur permis pour libérer leur pays. Mais il n'y a
mais pas de parler à Poutine en principe, c'est ce qu'ils avaient toujours dit. S'il faut parler à Poutine, moi je pense qu'il faut parler à Poutine pour libérer l'Ukraine. Donc vous avez changé d'avis aussi. Mais sauf que ça n'arrivera pas. Regardez les autres déclarations, toujours président Trump. Vous savez, j'ai parlé à Poutine, ce n'est pas juste un appel qui a tout déclenché, nous avons eu d'autres conversations, ça c'est ce qu'on a déjà vu. C'était une excellente conversation. Si ce n'était pas positif, je vous le dirais. Donc, il considère que c'était positif, Guillaume. Oui, mais ça conforte mon hypothèse du début de l'émission, c'est-à-dire que tout se passe comme prévu pour ces deux-là. Si Trump avait voulu dire Poutine a demandé des choses inacceptables, il l'aurait dit. Et là, que dit-il? Si ce n'était pas positif, je vous le dirais. Ça veut dire que Trump de montrer que ça avance. Oui, mais ça veut dire même ça n'avance pas. Il a besoin de montrer. Mais malheureusement, je crains que ça veut dire que même si Poutine demande des choses qui sont objectivement plus que choquantes, inacceptables pour l'Ukraine, comme par exemple la démilitarisation du pays, l'interdiction d'avoir des soutiens en équipement ou en renseignements occidentaux, Trump, ça ne le dérange pas. Il dit c'est positif. Et effectivement, regardez de quelle manière il se vante d'avoir quand même obtenu un certain nombre, pour lui, de résultats à ses yeux. C'est une chose importante, c'est un cessez-le-feu immédiat sur l'énergie et les infrastructures. Alors, lui estime que ça, c'est acquis. 30 jours. Pour l'instant, pour 30 jours en tout cas. Oui. Alors, en l'occurrence, c'est acquis puisque, si j'ai bien compris, le Kremlin a en effet mis en place ces opérations contre les infrastructures et l'énergie, semblerait-il, a donné les ordres que ce soit arrêté. Et attention, c'était pas du tout la proposition américaine de départ. Proposition américaine, elle était aussi dans les airs et sur la mer. Donc il y a quand même quelques parties de la proposition américaine qui manquent ce soir dans la façon dont Vladimir Poutine a répondu. Vous saviez que la semaine dernière, lors de la conférence de presse, notamment de Vladimir Poutine avec le président biélorusse, on se demandait ce que voulait dire ce « da niet ». C'est littéralement l'application du « oui ». Non. Oui, je vais dire oui à une partie qui m'arrange, l'autre, tant que les conditions ne sont pas réunies pour moi, je vais dire non. Les Suisses alémaniques ont une formule, ils disent yo nei, qui veut dire oui non. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ça veut dire oui yo nei. En normand on dit peut-être ben oui, peut-être bien que non. C'est peut-être ben oui, peut-être ben que non, c'est la variante. On en est là, mais effectivement on en est là aujourd'hui. Enfin ce soir, on sait qu'il y a probablement, ça c'est quand même une bonne nouvelle, un cessez-le-feu immédiat sur l'énergie et les infrastructures, à la précision des missiles russes près. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils ont toujours prétendu bombarder des installations militaires ou énergétiques et on a constaté que ça tombait un peu n'importe où. Donc voilà, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Il faut la prendre comme ça. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a manifestement quelque chose qui se prépare du côté d'un échange de prisonniers. Pas beaucoup, 175, alors qu'il y en a des milliers de part et d'autre. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui vont être libérés. Donc voyons le côté positif des choses. Simplement... Tout ça pour ça, quoi. Attendez, parce qu'on a entendu tout au long de l'émission les soupçons que Trump était trop mou avec Poutine. Il y répond par avance. Regardez, il répond à vos objections. Donald Trump a entendu vos objections. Il regarde LCI, évidemment. Personne n'est plus dur avec Poutine que moi. Voilà. Il m'a dit, je détesterais qu'on soit ennemis. Wow. C'est quelque chose. Là, Poutine était renversé de la table et il est tombé de sa chaise en disant mais j'ai peur. Il s'est mis sous la table et il a commencé à trembler. Non mais ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Non, mais en fait, il ne dit absolument rien. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Il explique qu'il a une bonne conversation parce qu'il a besoin d'avoir des résultats et il explique qu'il est resté le mâle alpha. Bon, on ne peut pas dire qu'il ait largué le bébé avec l'eau du bain non plus. Mais quant au cessez-le-feu, bonne nouvelle, oui. Mais on verra déjà demain matin, on verra les jours suivants. Parce que si la nuit a été chaude des deux côtés, ça prouvera que c'est un projet de cessez-le-feu. Rappelez-vous la première rencontre entre Gorbatchev et Reagan. Et les deux ont dit, après coup, ça s'est passé mal aussi au début, enfin c'était difficile, il n'y avait pas beaucoup d'acquis au début. Et Reagan a dit, je pensais que j'avais affaire à un vieux dinosaure soviétique, communiste, et Gorbatchev a dit, je pensais que j'avais un cow-boy primitif américain. C'était leur préjugé. Et ça s'est mal passé aussi au début, donc on ne peut pas exclure non plus que ça ait des résultats plus tard.
Avec quand même une petite réserve, c'est qu'ils se connaissent déjà d'avant. Donc voilà, ils ne sont pas en train de se découvrir et ils sont... Et qu'il y a un amour... Et leurs équipes également. Un amour entre eux. Parce au mois de juillet 2018, Trump a dit « Je crois Poutine mieux que mes services secrets ». Ça a provoqué d'ailleurs... Parce que Poutine a besoin de Trump pour montrer qu'il est de retour sur l'international, que c'est une grande puissance et pour l'aider à mettre fin au conflit. Et Trump a besoin de ces résultats immédiats. Ils ont besoin de c'est un amour de circonstance. Poutine n'aime pas Trump. Voilà, Poutine n'aime pas Trump. Il s'est moqué de lui aujourd'hui, ouvertement. Il s'est moqué de lui. Dans cette situation, il y a tout simplement Poutine profite, il manipule Trump comme il veut, et Trump, il est d'une naïveté un peu d'un simplet des villages. Vous voyez, il croit à ce que Poutine dit. Il pense que c'est le premier décret. Vous n'aimez pas Trump, j'ai cru comprendre. C'est pas l'histoire de l'aimer. Moi, je suis quand même. Il est très facilement manipulé par sa bêtise. Parce que officier du KGB, le reste de son comportement, c'est la bêtise tout simplement à la base. Il ne comprend rien. Il n'a pas, je ne sais pas s'il a lu des livres, il n'a absolument aucune culture. À la Poédis l'a dit, soyons sérieux. À part ça, quelqu'un qui a été élu 2 fois président des États-Unis, qui a fait cette carrière-là. Pardon, non, mais bien sûr. Ça ne veut rien dire. Non, mais soyons sérieux 2 minutes. Bien sûr, on peut dire ça veut rien dire, etc. Mais on ne peut pas non plus, s'il vous plaît, on ne peut pas insulter comme ça tout le monde n'importe comment, dire est un con, machin est un con, truc est un con. Quand même, la politique internationale est un peu plus compliquée. Un peu plus compliquée. La chaîne alimentaire, comme vous l'avez dit 2 fois comme ça, c'est pas par hasard, c'est juste pas possible. Ça peut pas être par hasard, ça peut pas être un crétin. Alors il réagit pas comme nous, il est très différent, mais ça peut pas être un abruti décérébré. C'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes logiques, qui n'a pas le même logiciel et qui pratique une autre politique que la nôtre. Est-ce qu'il y a un affolement européen? Je donne toujours cet exemple, comment il s'appelle, Enrico Letta, qui est un donneur de leçons absolu, qui a une telle haine de Trump. Pour lui, Trump, évidemment, c'est un salaud, enfin, c'est quasi Hitler, voilà. Et il dit, on va s'allier avec la dictature chinoise. C'est-à-dire qu'il y a certains Européens qui détestent tellement Trump, qui sont prêts à aller à l'autre extrême. C'est-à-dire, il y a une sorte de folie collective qui crée jusqu'à la réaction. Mais vous savez, ça existait toujours, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui détestent les États-Unis qui sont prêts à s'allier avec Poutine. Donc, en fait, c'est pas la première fois. Oui, mais enfin, je crois qu'il faut effectivement raison garder. Monsieur Trump a beaucoup de défauts, mais il a été élu démocratiquement, bien élu d'ailleurs, bien mieux que ses prédécesseurs, par ce qui est aujourd'hui la plus grande démocratie du monde. Et on va faire une alliance de revers avec la Chine, qui est une dictature atroce, qui met des millions de gens déportés. Regardez ce qu'ils font avec les Ouïghours, qui est un régime où vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans être récupéré par une caméra qui vous met et vous pouvez être exclu de la vie sociale à tout jamais si vous franchissez pas dans les clous. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux. Trump joue avec les lignes, c'est une certitude, mais il y a quand même des invariants. En plus, comme dirait le général Richaud, dans 2 ans, il y a les midterms. Et donc, à mon avis, la dictature communiste en Chine, elle est là pour bien plus longtemps que Trump. Donc, moi, je suis un peu surpris devant ces espèces de réactions que je trouve démesurées, d'opposition à Trump que je comprends, mais on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Cela étant, sur le fond, il peut y avoir une forme de connivence d'idées. Tout à l'heure, sur notre plateau, j'étais frappé. Il y avait Gérard Araud qui disait, en réalité, ils sont assez proches. En termes idéologiques, ce sont 2 conservateurs ou 2 réactionnaires, si on veut. Et objectivement, je pense que s'il y avait, à votre place, s'il y avait une sorte de dîner et avec Trump et Poutine, je pense qu'ils s'entendraient mieux les 2 qu'avec Mme von der Leyen ou qu'avec M. Trudeau ou qu'avec Gabriel Attal ou avec vous, Général Marjorie, par exemple. Démocratie libérale, c'est pas à s'entendre aujourd'hui, ça la veut pas dire démocratie libérale. Oui, mais j'insiste la question. Les idées, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a même aussi une connivence d'idées? Oui, parce que regardez, Poutine refuse l'ordre international, refuse le droit international, même s'il en parle tout le temps, mais en fait, il applique la force, et la force lui donne la possibilité de conquérir n'importe quel voisin. Trump fait exactement la même chose. Ça veut dire vous ne parlez pas d'idées, vous dites ils sont méchants, ça on a compris, ils sont très méchants. Non, c'est pas une question de méchanceté. Mais en termes et bêtes, ils sont méchants et bêtes. Ok, d'accord, c'est acquis. Là, vous m'avez mal compris. Mais en termes d'idées, vous m'avez mal compris. Attendez, commandant. Je l'ai pas dit ça. Sergueï, laissez-moi finir ma question. Il refuse les Nations Unies. Voilà, mais Sergueï, je ne parle pas de ça. Il refuse le droit international. Sergueï, je parle d'idées. Il y a des nationalistes, il y a des communistes, c'est pas qu'ils refusent le droit ou etc. Il y a des idées dans la vie. Voilà. Moi, je vais vous dire. Les idées, ils n'en ont pas.
Alors, ils n'ont pas dit. Alors, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est... Pardon, allez-y. Non, je ne sais pas tout à fait vrai en l'occurrence. Pour Vladimir Poutine, je ne saurais me prononcer, mais je ne connais pas à ce point-là la politique russe. Mais pour ce qui est de Donald Trump, il a beaucoup d'idées qui sont notamment toutes consignées dans un livre de chevet qui s'appelle Project 25 et qui a nourri sa campagne, qui a été rédigé par la Heritage Foundation. Et quand aujourd'hui vous essayez de comprendre comment peut se dérouler une prise de décision, une prise de parole, une stratégie dans ce bureau ovale, vous relisez Project 25, vous l'avez littéralement écrite. J'aimerais vraiment répondre sur les idées. Je répète, il y a des nationalistes. Gérard Araud, sur ce plateau, il a rencontré des gens de l'équipe de Trump qui lui parlent de Charles Maurras. Donc c'est pas des imbéciles qui n'ont jamais rien lu, jamais rien vu. Jill Evans, il visite le Louvre ici à Paris, et ceux qui ont visité avec lui disent il est exceptionnellement cultivé. On n'a pas affaire à des zinzins. Oui. Alors, je vais vous dire, moi je ne crois pas à ce rapprochement idéologique. Pour être tout à fait honnête avec vous, comme il est tard, on peut aller aux confidences. Entre passer un week-end avec Madame von der Leyen et Monsieur Vance, je crois que j'hésiterais. Mais peut-être que je choisirais Vance. Et pourtant, je suis convaincu qu'il n'y a pas de rapprochement objectif entre la Russie et les États-Unis. Parce que même s'ils professent le même conservatisme, dans les deux cas d'ailleurs teintés d'une culture religieuse très, très prégnante, Monsieur Poutine est un nationaliste. Monsieur Poutine, ce qu'il veut, c'est faire grandir la Russie. Il est dans une logique conquérante, malheureusement, on l'a vu, y compris... Absolument pas. Y compris militairement. Et de toute façon, le propre, si on veut revenir à cette idéologie, le propre de l'orthodoxie, c'est de considérer que les gardiens du christianisme, c'est eux, et que les Occidentaux sont des décadents. Donc, cette espèce de sainte alliance, entre guillemets, qu'il y aurait entre les conservateurs de Russie et ceux des États-Unis, je crois que ça ne va pas très loin. Mon cher Guillaume, vous vous trompez complètement sur Poutine, parce que Poutine, il a vécu la moitié de sa vie en étant communiste, en jurant jusqu'à la mort sa vie au communisme, et maintenant il jure par la religion. Il ne croit absolument pas à la religion. Il refuse. Vous devriez lire quand même mon dernier livre des relations entre le patriarche et Poutine. Attendez, je finis. Parce qu'en fait, il utilise la religion orthodoxe, il n'y croit absolument pas. Ce n'est absolument pas un croyant. Ce n'est pas absolument pas un croyant. Vous avez dit, il est nationaliste. Il n'est absolument pas nationaliste. Il ne pense absolument pas à son pays parce qu'il est en train de tuer son pays. Il est en train de détester son pays. Il détruit son économie. Il détruit son peuple. Non, il ne pense qu'au pouvoir et au pognon. Il n'y a rien d'autre qui l'intéresse. Donc Trump, est-ce qu'il est croyant? Est-ce qu'il est croyant? Il pense au pouvoir et au pognon. Et je vous rappelle, il y a une proximité idéologique. Je vous rappelle que Napoléon Ier lui-même, Napoléon Ier n'était pas sûr qu'il était croyant. Il disait que la religion, ça sert surtout parce que c'est l'ordre. Donc ça, c'est un vieux débat qui a existé. Social, ça norme la société, la religion. Donc c'est important pour les régimes. Même si on ne croit pas en Dieu, la religion norme.